Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Madame Fadila Maharoufi sur ma chaîne. Alors, Madame Maharoufi, je vais vous présenter rapidement et interrompez-moi si j'ai raté des informations. Vous avez été travailleuse sociale pendant plus de 20 ans dans des quartiers défavorisés de Bruxelles. Vous êtes titulaire d'un master en anthropologie à l'Université catholique de Louvain, qui est, je crois, une université, Voilà, neuf. c'est ça. Votre travail de fin d'études portait sur l'endoctrinement islamiste des femmes musulmanes à Bruxelles. Aujourd'hui, vous vous consacrez à la lutte contre le fondamentalisme islamique dans toutes les sphères de la société. En 2020, vous avez cofondé et dirigé l'Observatoire européen des fondamentalismes. Et vous êtes également la gérante du Café laïque de Bruxelles avec Florence Bergeau-Blaclair et l'homme d'affaires et académicien Laurent Minguet. Vous pouvez nous dire rapidement de quoi il s'agit sur ce café laïque? Alors, le café laïque, nous essayons en fait, bon, au départ, en fait, c'est parce qu'en Belgique, il n'y a plus de débat, en réalité, ni Uhum. politique ou quoi que ce soit. Donc, le débat est vraiment n'existe pas. Donc, il y a toujours des consensus, on arrive toujours à essayer de trouver des compromis, etc. Et donc, nous, l'idée, si vous voulez, puisque certains sujets étaient tabous, notamment comme l'islamisme, le wokisme, le transgenre, les dérives du transgenrisme, etc. Donc, nous avons décidé de créer un café laïque, un café où nous invitons des personnalités, des écrivains, des intellectuels. Ils donnent des conférences et puis ensuite s'ensuit des débats avec des citoyens. Alors, c'est des citoyens qui viennent soit des citoyens lambda, ou nous avons aussi des travailleurs sociaux, des policiers, des avocats, etc. En fait, ils viennent de tous les milieux. C'est toutes les personnes qui veulent essayer de comprendre, en fait, tous ces sujets que nous traitons, que ce soit l'islamisme, l'antisémitisme, le wokisme, etc. Donc voilà, et donc nous avons une base à Bruxelles et nous avons, suite aux demandes qui étaient nombreuses en France, nous avons une autre base en France, à Paris, où nous offrons aussi la possibilité donc, du coup, de suivre des conférences sur place. Donc tout le monde peut assister aux conférences. Tout le monde, c'est ouvert à tout le monde et évidemment, l'idée, c'est pas que tout le monde soit d'accord, mais c'est qu'il y ait vraiment des contradictions, qu'on puisse discuter, débattre. L'idée, c'est que chacun puisse venir avec des arguments et argumente. On peut ne pas être d'accord, mais il faut argumenter. D'accord. Et d'accord, ah, c'est très intéressant. J'irai à l'occasion à Bruxelles Ou à ou Paris. Paris. Et nous donnons aussi, du coup, nous donnons aussi des ateliers qui s'appellent l'islamisme pour les nuls. L'idée, c'est que les gens puissent comprendre et décrypter l'islamisme et les personnes qui tiennent des propos ou qui tiennent des discours qui sont plutôt du courant frériste, parce qu'on sait que on parle beaucoup de double discours, etc. Donc, c'est vraiment un décryptage en partant de vidéos. Ce sont des petits ateliers où nous sommes maximum 20 personnes, parce que c'est très interactif. On demande aux gens de participer et c'est généralement pas filmé. Ça reste vraiment dans le cadre. Ça reste, tout ce qui se dit reste à l'intérieur. Très intéressant. J'avais envie aussi de mentionner le fait qu'en 2022, enfin, votre travail a été récompensé par l'attribution du prix Anne-Marie Lisin Théroigne de Méricourt, qui est décerné à des personnalités féminines qui luttent pour faire triompher le droit des femmes, l'égalité des genres ou favoriser l'autonomie d'autres femmes. Donc, je voulais quand même le mentionner. En fait, j'aimerais commencer par évoquer la Belgique. Au départ. Et la raison, elle est simple, c'est que quand on vous écoute, j'ai écouté un certain nombre de vos vidéos, de vos interviews, on a l'impression que la Belgique, c'est un cas d'école sur la façon dont l'islamisme gangrène une société occidentale, ou en tout cas non musulmane à l'origine. Oui, tout à fait. Après la Grande-Bretagne, je pense que la Belgique est vraiment bien noyautée et bien infiltrée par les islamistes, quels qu'ils soient d'ailleurs, hein. Ils viennent un peu de partout. Tout cela s'explique parce qu'évidemment, nous avons les institutions européennes et l'OTAN qui se trouvent à Bruxelles. Et du coup, ils jouent un rôle important d'influence à l'intérieur de toutes ces institutions. C'est stratégique, évidemment. La Belgique accueille très facilement, en fait, des personnes venant de l'étranger, que ce soit des islamistes, des djihadistes, etc., ils sont généralement les bienvenus et bien accueillis à Bruxelles, malheureusement. Donc, nous avons un véritable problème d'entrisme à Bruxelles. Et ça fait depuis 40 ans que l'islamisme a commencé et est venu en Belgique, donc déjà dans les années 60, fin des années 60.
Et progressivement, en fait, moi, je l'ai vu parce que je suis née en Belgique, je suis née à Bruxelles. Je suis issue d'une famille d'origine marocaine, troisième génération. Je suis l'aînée de huit enfants. Et j'ai vu comment l'islamisme a progressé dans les différents quartiers. Alors, autant dans les années 80, on voyait très rarement dans les familles, on avait très rarement des personnalités, des personnes radicalisées, autant à partir des années 90, donc les années 90 et encore plus en 2000, après 2001, on a vu vraiment progressivement que l'intégrisme et le fondamentalisme islamique a commencé à prendre plus de place au sein des familles. Les idées islamistes, en tout cas, ils étaient couramment discutées. Donc, on a pu le voir et on l'a constaté ensuite avec les départs en Syrie de nombreux jeunes en Mhm. Belgique. Il y a eu énormément de départs depuis la Belgique, depuis Bruxelles. Pour un petit pays, c'était proportionnellement, c'était énorme. Et donc, voilà, alors comment est-ce que les choses ont évolué, pardon. C'est qu'au départ, nous avons d'abord les Wahhabites hein, qui sont venus donc, dans les années, fin des années 60. Il y a eu un, Donc les Saoudiens, comme vous dites les Wahhabites. bien, voilà. C'était donc l'Arabie Saoudite. Hein, il y a eu un incendie dans un grand centre commercial à Bruxelles. C'est une histoire qui est très connue. Un incendie qui a fait des ravages, qui a fait énormément de morts. Et le roi Faisal, en fait, a proposé de l'aide financière pour reconstruire tout ça. Et pour le remercier, à l'époque, le roi Baudouin lui a offert le cinquantenaire pour y mettre une mosquée, pour y installer une mosquée. Et donc, ils avaient le droit voilà, c'était un lieu de mener un lieu ils proposaient un lieu de culte dans cet endroit-là. Et c'est en plein cœur du quartier européen d'ailleurs, dans un parc. Mhm. Euh, et donc, ça a commencé par là. Alors, avec évidemment une doctrine wahhabite, hein, qui était quand même, c'est aussi des fondamentalismes, mais c'est un autre type qui est différent du courant des frères musulmans. Mais nous avions aussi des jeunes issus des frères musulmans égyptiens, syriens qui venaient étudier à Bruxelles. Ils étaient très peu nombreux, mais c'était surtout des élites intellectuelles. Et comme ils étaient pourchassés dans les pays musulmans, ils ont décidé de rester et du coup bah, de changer notre façon de voir, de créer un islam européen, occidental, pour justement continuer de propager et de rendre notre serre, donc la terre de contrat, de la rendre un terre d'islam. Donc c'est vraiment ça leur objectif, c'est l'objectif califal, hein. Puisqu'ils ne peuvent pas retourner en terre d'islam faire la hijra, ils décident de rester ici et donc de faire de cette terre, donc ce projet de faire de cette terre une terre islamique. Et donc, Donc, juste pour être, pour comprendre, on dit souvent à raison que les millions de musulmans qui viennent en Europe, chacun individuellement, la plupart n'ont pas d'agenda bien ou sûr, de calendrier dans leur tête, ou enfin de mission. Mais par contre, ce que vous dites, c'est que les têtes pensantes du wahhabisme ou des frères musulmans, eux, ils avaient vraiment un agenda. Il y a vraiment un agenda derrière. Quand ils s'installent ou quand ils prennent pied dans un pays européen, en l'occurrence ici on parle de la Belgique, il y a vraiment une mission en fait, un agenda de s'imprégner, en fait, de conquérir, en fait, on peut le dire. oui, tout à fait. Et d'autant plus que, il faut se souvenir aussi que dans les années 70, on a eu quand même l'ayatollah Khomeini Mhm. qui avait pris part à la présidence en Iran, qui avait pris le pouvoir. On a vu toutes ces femmes qui étaient complètement voilées, voile intégral en noir. Et ça avait quand même créé une espèce d'émoi auprès de la population musulmane ici en Europe, qui étaient les premières générations, les deuxièmes générations. Les premières générations qui sont venues du Maghreb pour travailler, donc il y a eu d'abord une vague d'immigration en Belgique qui était espagnole, polonaise, espagnole, italienne. Mhm. Et puis ensuite sont venus les Marocains et les Turcs. Qui sont venus en masse pour travailler dans différents, voilà, que ce soit dans les mines, que ce soit voilà, dans différents, en tant qu'ouvriers, hein, dans différents secteurs. Et c'est vraiment à partir de la deuxième génération qui ont commencé à fréquenter donc, toutes ces mosquées. Donc l'Arabie saoudite, si vous voulez, en voyant l'Iran et la doctrine du chiite, parce que l'Iran c'est le chiisme, hein, donc c'est les chiites, et ils s'opposent au sunnisme. Donc Mhm. c'est vraiment, on va dire, deux courants de l'islam qui s'affrontent. Et donc, les chiites, quand l'ayatollah Khomeini a pris le pouvoir, les musulmans qui étaient plutôt sunnites en majorité ici en Europe, ont vu quelque part une figure qui était forte
Et moi, j'ai entendu, quand j'étais petite, j'ai entendu des discours qui disaient, ah, enfin quelqu'un qui pratique un vrai islam, etc. Et je pense que là, du coup, les Wahhabites se sont sentis, l'Arabie Saoudite s'est sentie un peu obligée Mhm. d'intervenir. Et donc, ils ont commencé à financer des lieux de culte, à s'implanter un peu partout en Europe, parce qu'en Europe, là, cette vague d'immigration était une vague d'immigration qui pouvait, du coup, ramener vers un islam wahhabite, donc diffuser un peu partout cet islam l'islam des Wahhabites. Et évidemment, par la suite, les frères musulmans ont compris aussi cet enjeu-là. Et c'est comme ça qu'on a pu retrouver dans les différentes mosquées, on va dire, évoluer, propager ces idéologies, ces deux courants, ces deux idéologies. Donc Euh, en fait, les populations musulmanes, bon là on parle de la Belgique, mais on peut étendre à l'Europe, mais les populations musulmanes de Belgique ont fait l'objet d'une compétition acharnée, comme quand on veut gagner un marché oui, quelque c'est part. ça, c'était une convoitise, c'est ça, tout à fait. Il y avait, et d'ailleurs, Florence Berger-Blaclair l'explique très bien dans le marché halal ou l'invention d'une tradition, et puis dans le frérisme aussi et ses réseaux. Elle explique très très bien l'historique et comment ça s'est passé. Donc il y avait vraiment une espèce de course à endoctriner, en sachant que évidemment les musulmans du Maghreb, notamment du Maroc, c'est tendance plutôt malékite, donc c'est une école euh, du Coran sunnite. Et Donc le, c'est pas, là quand vous dites malékite, parce que moi je connais pas bien, c'est pas frères musulmans et c'est pas wahhabite. Oui, voilà, en fait, vous avez différents courants et le wahhabisme, c'est surtout en Arabie Saoudite, hein, c'est un courant de Hein. l'Arabie Saoudite, et puis vous avez l'école malikite, etc. Donc, c'est différentes écoles, en fait. Et donc, le Maghreb, c'est surtout l'école malikite qui prédomine. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont moins fondamentalistes, mais c'est Mhm. juste une autre école. Mais les musulmans marocains qui étaient les premiers arrivant ici en Belgique n'étaient pas revendicateurs. Ils avaient l'idée de repartir. Ils venaient ici pour travailler et puis pour repartir dans le pays d'origine. C'est vraiment à partir de la deuxième génération, troisième génération, on voit des enfants qui sont nés en Europe qui disent ben, nous, on est belges, on est d'ici, on veut rester ici. Et les frères musulmans avaient ce discours-là de dire on veut un islam d'Europe. Et donc, forcément, ça séduit énormément les jeunes qui sont nés ici. Mais par contre, ce qui est, peut-être que vous vouliez en parler après, mais il y a un acteur quand même majeur de tout ça, ce sont les Belges, enfin les autorités belges ou les médias belges. Fallait en venir. Euh, Hmm. donc, vous aviez, comme je le disais, au départ, vous aviez une force de travail ouvrière, une classe ouvrière, qui était belgo-belge, et puis italienne, espagnole. Et puis, finalement, après tout ça, on a eu la vague d'immigration donc marocaine, turque, et cette force ouvrière, elle était plutôt située vers l'immigration turque et maghrébine et musulmane. Et là, le Parti socialiste, notamment, enfin surtout les partis de gauche, ils ne pouvaient compter que sur ces voix-là. Mais malheureusement, ils n'avaient pas de nationalité, ils n'étaient pas belges. Donc au départ, dans les années 80, il y a eu des demandes pour que les étrangers puissent voter. Ça a été refusé par les Belges. Et puis finalement, ils ont proposé d'octroyer la nationalité belge. Et donc, il y a eu beaucoup de demandes de nationalité belge de la part des familles d'origine étrangère. Et donc, ils ont pu trouver là des voies. C'est pour ça que maintenant, nous avons évidemment toute la gauche et les partis politiques en général, parce qu'il n'y a pas que la gauche, mais on sent bien qu'à Bruxelles, c'est un enjeu majeur. Comme je vous le disais, on a 19 communes à Bruxelles, 19 mairies. Et parmi ces 19 mairies, vous avez des communes entre 8, 9 qui sont où vous avez une population musulmane qui est aussi entre 22 et 50% de musulmans. Donc, c'est une force électorale qui est importante. Et donc, on a énormément d'hommes et de femmes politiques, de partis politiques qui, évidemment, draguent les voix de cette population. Et maintenant, on est au point que certains partis, des islamistes créent un parti. On l'a vu Mhm. avec la Fouad Team, qui était chez Voorhout, donc c'est un parti socialiste flamand. Il a été renvoyé de ce parti parce qu'il a tenu des propos antisémites après le 7 octobre. Il faisait l'apologie du Hamas, etc. Et donc, il a créé son propre parti. Au mois de juin, il a eu 4 députés à Bruxelles et un flamand. Et là, aux élections le 13 octobre, il a gagné quelques sièges aussi dans certaines communes.
Donc, on voit quand même qu'il a rassemblé pas mal de monde parce que c'est quand même un nouveau parti qui a fait des bons entre, entre 4 et 14%. On ne parle pas juste de 1 ou 0,1%. Et puis, vous avez aussi toujours ces islamistes qui se retrouvent, qui sont toujours dans tous ces différents partis, parti socialiste, parti écologiste, PTB, parti d'extrême gauche, etc. Mais on peut en retrouver aussi quelques éléments fréristes au sein de la droite du MR, évidemment. Alors, et donc, tout ça fait que nous avons de plus en plus de Belges, de Belgo-Belges dans ces partis qui ont peur, qui savent que c'est un poids. Maintenant, ils essaient de créer des alliances avec les islamistes parce que c'est le seul moyen. Ils sont vraiment aux abois. Je pense que là, ils commencent à se rendre compte en fait qu'ils se sont vraiment bien fait avoir, que c'était pas eux qui contrôlaient, mais que c'était les islamistes qui les contrôlaient, hein, parce que c'est toujours un peu le problème de tous ces politiques, et on l'a vu même en France avec Mélenchon, avec les filles, c'est qu'ils pensent pouvoir contrôler. Et ça, c'est la force évidemment des frères musulmans, c'est que ils se laissent faire passer pour des imbéciles, pour des gens naïfs et bêtes, ou voilà, quelque part, ils s'en foutent un petit peu qu'on les prenne pour des idiots. Au contraire, ça les arrange parce que du coup, ils peuvent continuer et avancer dans leur agenda. Mais en face, nous avons des gens, des Français ou des Belges qui pensent être beaucoup plus intelligents que ces personnes et finalement se font complètement retourner, ils prennent et ils finissent par perdre le pouvoir au sein même de leur parti et n'ont plus du tout d'influence. Donc on en est là pour l'instant à Bruxelles. On voit aussi, il y a eu la célébration, par exemple, le 7 octobre 2024, la commémoration des massacres du 7 octobre 2023 en Israël. Au même moment, on a eu des célébrations des pro-Hamas, où vous avez un imam qui a fait des invocations, les invocations, ce qu'on appelle les douas en arabe. Donc, il a appelé Dieu à donner la victoire aux Palestiniens à Gaza, de récupérer Al-Quds. Donc, un imam qui a donné un prêche, et il a récité aussi le Al-Fatiha. Et dans Al-Fatiha, si je prends juste les trois derniers versets, il dit, c'est toi seul que nous adorons en parlant d'Allah, et c'est toi seul dont nous implorons le secours, ce qui veut dire que on prête allégeance uniquement à Allah et à personne d'autre, pas à Mhm. l'État. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, c'est-à-dire les musulmans, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Là, on parle clairement des juifs et des Les mécréants, chrétiens. de Hmm. ceux qui sont déviés du droit chemin, donc de l'islam. Et à C'est- côté de ça, pardon, il n'y a personne qui a réagi. Donc le 20 octobre, le 9 octobre après ça, je mets cette vidéo, je fais la traduction et j'en parle. Il n'y a pas de réaction encore ni du monde politique, ni d'aucune organisation. Là, on vient juste d'avoir une organisation qui porte plainte. Nous avons les politiques qui a récemment, là, le 20 octobre, qui ont réagi. Mais c'est un peu tard parce que là, entre-temps, ce 20 octobre, il y a eu une manifestation pro-Hamas. Et là, on a pu lire dans la presse, par exemple, du soir, ils titrent au moins 32 000 manifestants dans les rues de Bruxelles pour réclamer un cessez-le-feu au Proche-Orient. Mais ce qu'ils n'ont pas dit et ce qu'ils n'ont pas relevé, encore une fois, dans cette manifestation, c'est que vous aviez des gens avec des panneaux, des photos à l'effigie de Yahya Sinwar en disant nous honorons donc ces personnes et nous sommes la résistance. Encore une fois, là, c'est un double langage. Quand on parle de résistance, on s'adresse aux mécréants. En réalité, les musulmans, ils entendent martyrs. Oui, c'est sûr. En fait, je voulais vous poser la question par rapport parce que là, quand on vous écoute, on se rend compte qu'il y a quand même une sorte de complicité des médias et des politiques belges. Mais Oui. si on prend si on prend le phénomène à l'origine, ce que vous avez décrit au début de la vidéo, euh, en Belgique, quand les musulmans sont arrivés, qu'ils ont été travaillés au corps par les wahhabites et les frères musulmans, est-ce qu'on ne peut pas donner une excuse, entre guillemets, aux hommes politiques belges de l'époque qui n'ont pas pris en compte le facteur islamique, mais comme tout le monde, en fait, j'allais dire, parce que personne n'avait vraiment anticipé la révolution iranienne et le coup d'État des ayatollahs, qui a changé beaucoup de choses, en fait, dans le paysage, vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce qu'on ne peut pas leur donner, leur donner cette excuse? Mais disons qu'à l'époque, il y avait certainement une naïveté, ça c'est clair.
Mais maintenant, il s'agit quand même que chacun prenne ses responsabilités. On est en 2024. Je pense qu'il y a eu pas mal d'ouvrages, il y a eu pas mal de recherches qui ont été faites dans ce sens-là. Maintenant, on peut prendre quand même la mesure, on peut observer. Maintenant, c'est clairement de la collaboration. On ne peut plus parler de naïveté. À l'époque, certes, Mhm. c'était de la naïveté parce que, évidemment, d'un côté, les personnes d'origine maghrébine ou turque qui venaient travailler, ils disaient, bon, on va retourner dans notre pays, etc. Et puis, les politiques se disaient, ben, ils vont de toute façon retourner, ils retourneront chez eux. Le problème que nous avons, c'est que, ben, que ça n'a pas été le cas et qu'à partir de là, ben, il va falloir quand même se poser des questions sérieusement sur la politique qu'on mène. Là, on voit qu'il y a des statistiques qui décrivent le problème d'islamisation, aussi bien auprès des jeunes, qui décrivent et qui montrent des statistiques qu'il y a eu une explosion de 1000% d'actes antisémites. On voit des politiques qui s'affichent qu'on retrouve sur des TikTok avec des organisations, des multinationales qui font la promotion de Salam Kola, qui dit clairement que c'est pour aider Gaza ou les Palestiniens. Et vous avez des bourgmestres qui posent avec le Kola Salam et qui disent qu'ils soutiennent. Mais là, ce n'est plus de la naïveté. Là, on est clairement dans la collaboration. On est Et d'accord. comment vous expliquez ça? Parce que vous avez dit au début de vidéo que, à l'heure actuelle, en 2024, vous êtes bienvenu si vous êtes islamiste. Comment expliquer ça, en fait? Comment expliquer que les politiques, parce que je suis d'accord avec vous, maintenant ça devient de la collaboration, c'est plus de la naïveté. Comment expliquer ça? Comment expliquer que les hommes politiques soient à ce point, Il y a plusieurs choses. Il y a d'abord, il y a le vote des musulmans. On peut pas faire sans. Ils peuvent pas faire sans. Ensuite, il y a la peur. Je pense que beaucoup d'entre eux, depuis les attentats Charlie Hebdo, les attentats de Paris, les attentats de Malbec, Zaventem, etc., depuis, tout le monde se tait. Les médias ont commencé vraiment à se taire sur la question d'islamisme et du djihadisme, surtout après les attentats de 2016. D'ailleurs, avant ça, on avait des très beaux reportages qui se faisaient là-dessus, où vous aviez des journalistes d'investigation qui traitaient vraiment sérieusement de ces sujets. Après 2016, après les attaques des attentats, on va voir petit à petit les journalistes se taire sur ces sujets-là. Pour différentes raisons. D'abord, il y a la peur. Ensuite, il y a la peur du djihad judiciaire aussi. On a vu des journalistes qui ont mené des enquêtes et qui ont dénoncé, comme Marie-Cécile Royan a dénoncé les frères musulmans et la manière de leur entrisme en Belgique. Elle a été attaquée, elle a eu 3 procès. Et donc, plus aucun média n'osait parler de ces sujets-là, sauf sous le prisme de l'islamophobie. À partir du moment où hmm. vous faites la promotion de l'islamophobie, où vous dites que les musulmans sont persécutés, qu'il y a une victimisation chez les musulmans, que c'est eux les victimes, etc., bah, à ce moment-là, oui, vous allez avoir des sujets qui vont être apportés. Mais quand il s'agit d'antisémitisme et quand il s'agit vraiment de traiter de l'islamisme d'une manière objective, là, vous n'avez plus personne à bord. Et donc, les médias francophones belges ne parlent plus. Et puis, il y a aussi ce cordon sanitaire. Donc, dès que vous parlez de ces sujets-là, on vous colle l'étiquette d'extrême droite et vous ne pouvez plus passer nulle part. Moi, je ne peux plus passer dans aucun média francophone belge. On m'invite chez Judaïka FM, on m'invite dans la presse française, mais on ne m'invite plus ici en Belgique pour parler de ces sujets-là. Par contre, vous allez avoir, même dans un journal, on va dire, privé, euh, on va inviter des islamistes pour parler, en tant qu'experts, pour parler du conflit Israël-Palestine. Vous voyez, on en est là. Et donc, comment voulez-vous traiter de ces sujets-là d'une manière objective et que les gens, surtout que les citoyens, comprennent réellement les enjeux? Parce que qu'est-ce qu'on nous présente? On nous présente Israël comme l'agresseur. On ne parle plus des otages, on ne parle plus du massacre du 7 octobre. On fait comme si on réécrit l'histoire de la Palestine et d'Israël depuis 1948. On oublie tous les pogroms, on oublie tout l'histoire. Oui, c'est un marqueur d'ailleurs très fort de tous. En fait, pour identifier quelqu'un qui n'est pas objectif sur Israël, il suffit de regarder comment il analyse les conflits au Moyen-Orient et on remarquera que Israël est toujours responsable soit de faire des choses, soit de ne pas faire de choses. C'est toujours Israël Ça. qui est le seul acteur. Les autres sont des zombies ou des poupées qu'on peut agiter ou laisser de côté. Mais personne n'agit par soi-même à part Israël.
Oui, tout à fait. Alors que justement, Israël, là, bon, d'abord, c'est un État démocratique, donc on doit le prendre comme tel. Il s'est fait agresser et c'est tout à fait normal qu'il réponde. On oublie sans cesse de dire que tous les jours, il y a des attaques contre Israël, qu'il y a des roquettes qui sont lancées, que le Hamas et que les frères musulmans, que les islamistes ne veulent pas d'un cessez-le-feu. Ils veulent la destruction d'Israël parce qu'il y a une prophétie qui dit que la fin du monde arrivera, ce sera un des signes de la fin du monde, c'est lorsque Jérusalem deviendra musulman. Et le projet califal, c'est que lorsque le monde entier deviendra islamique. Donc, il y a ce projet-là de la part des frères musulmans. C'est les frères musulmans et le frérisme, donc en général en Europe, il y a un projet. Et ce projet, c'est le califat mondial. Euh, Mais donc, il en suffit, fait, il suffit de le lire. En réalité, on va nous vous dire, oui, mais ça vous faites quelque part, est-ce que vous ne faites pas est-ce que vous ne faites pas de, c'est pas être complotiste. Non, il suffit de lire, de les écouter et écouter Youssef El-Kardaoui, écouter la charte du Hamas, écouter le Hezbollah, écouter toutes ces organisations. Ils disent tous exactement la même chose, mais on ne les écoute pas. On préfère nier parce qu'il y a une peur qui tétanise tout le monde. Et en réalité, ça ne sert à rien d'avoir peur. Parce qu'en réalité, on viendra vous chercher. Si vous ne faites rien, on viendra de toute façon vous chercher, puisque leur objectif, c'est soit vous vous convertissez à l'islam, soit vous êtes des dhimmis, vous paierez donc une taxe. une taxe, euh, ou vous êtes tué. Donc, je veux dire, il n'y a pas d'échappatoire. Ouais, c'est un choix sympathique. En fait, en gros, quand on parle de la Belgique maintenant, non seulement on peut dire que l'islamisme a bien pénétré la société belge et avance toujours plus, mais qu'il n'y a pas vraiment de volonté politique de mettre des freins ou d'essayer d'inverser la tendance. On a l'impression qu'en fait, pour le dire autrement, la Belgique, si je devais vous demander votre pronostic sur la Belgique, ça serait quoi? Enfin, j'ai l'impression que c'est quand même, on va dans le mur et que là, on le sait, quoi. La Belgique est divisée en deux, on va dire en trois groupes. Il y a les flamands, les germanophones et les francophones. Bah, dans la partie francophone, vous avez un parti libéral qui parle de l'islamisme et qui ne connaît absolument pas grand-chose. Mhm. Et donc, il y a beaucoup de paroles, mais moi, j'attends les actes parce que jusqu'à présent, il y a très peu d'actes. Donc, il faut vraiment des actes forts pour montrer qu'effectivement, on sait de quoi on parle et ce qu'on dit, ben, on va réellement le réaliser. Pour moi, jusqu'à présent, je n'ai rien vu. Côté flamand, vous avez une tendance, parce que là, évidemment, côté flamand, vous n'avez pas de cordon sanitaire. Donc, vous avez la NVA, donc la droite, et puis vous avez l'extrême droite comme le Vlaams Belang. Et quand vous avez par exemple la droite, donc la NVA, ils essaient en tout cas, ils en parlent ouvertement de ce phénomène de l'islamisme. Mais là, encore une fois, là aussi, j'attends vraiment des actes forts. Parce que le problème, si vous voulez, à l'heure actuelle en Belgique, c'est que même si certains commencent à ouvrir les yeux et en parlent, mais concrètement, il n'y a rien, ni pour essayer de comprendre le phénomène, ni pour poser des actes forts, ni pour mettre en place vraiment une politique de lutte contre l'antisémitisme. Les juifs, à l'heure actuelle, à Bruxelles, les juifs, soit ils se cachent, soit ils fuient, mais vous n'avez plus dans les écoles communales, vous n'avez plus d'enfants juifs, par exemple. Hmm. Et les gens se taisent parce qu'ils savent très bien qu'ils ne seront pas protégés par l'État. Euh, Tout acte est vraiment les Juifs sont laissés pour compte. Vous avez des organisations juives qui essayent de défendre quand il y a des actes antisémites, mais c'est pas encore suffisant parce que en réalité, l'antisémitisme et l'islamisme est lié. On ne peut pas dissocier les deux. On ne peut pas Mhm. dire il y a un antisémitisme d'un côté et ne parler que d'antisémitisme sans parler d'islamisme. Mhm. Le nouveau antisémitisme, il est lié à l'islamisme. Ce n'est plus une question de nazis, etc., d'extrême droite. C'est vraiment une question, le nouveau antisémitisme, il est islamique. Déjà, il faut poser ce constat-là et il faut le dire. Si on n'ose pas le nommer, déjà, c'est un vrai problème. Deuxièmement, quand vous avez un acte antisémite, il n'y a pas que les juifs qui sont concernés. Tout le monde doit être concerné. Ça ne concerne pas des juifs, ça concerne des citoyens de confession juive. Et nous devons aussi être derrière eux pour les accompagner, pour les soutenir.
Et là, malheureusement, je trouve qu'il n'y a pas forcément une bonne communication à ce niveau-là entre les organisations juives, entre le monde politique, entre les différents citoyens. Si vous voulez, ça reste encore très communautarisé. Et ça, c'est un Mhm. véritable problème parce qu'à partir de ce moment-là, on ne peut pas sensibiliser non plus la communauté musulmane sur ces questions. La communauté musulmane, on a beaucoup de gens fréristes, comme je vous l'ai dit, qui, eux, servent d'intermédiaires entre la communauté musulmane, donc les citoyens musulmans, et le monde politique et associatif. Malheureusement, c'est un véritable problème. Et tant que ces gens-là reçoivent l'appui, ben, l'islamisme ne va pas être vaincu. Si vous voulez, toutes ces organisations, les associations, etc., les hommes politiques ne savent pas qui est qui, ne savent pas qui sont les frères musulmans, ils ne savent pas quel est leur projet, ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Et tant que ce sera comme ça, ben, je pense que parler, c'est très bien, mais on ne posera pas des actes qui seront véritablement efficaces et efficients. C'est une méconnaissance, en fait, de l'islam en général dans les Oui, sociétés. mais il y a aussi il n'y a pas une volonté de comprendre et de savoir. Mhm. Pour moi, c'est le pire, c'est la pire des choses. C'est-à-dire, OK, on peut ne pas savoir, mais on peut aussi faire l'effort d'aller chercher l'information, de se former sur ces questions-là. Et généralement, ils vont s'informer vers des gens qui vont les rassurer, leur dire, vous inquiétez pas, il y a le vivre ensemble, etc. Tout ça, ce sont des anesthésistes et des anesthésiants qui fait que les gens ne se posent pas trop de questions et finalement, on les rassure. Mais c'est du court terme. Mhm. Et là, on a vu évidemment avec le 7 octobre 2023, ce qui s'est passé en Israël, bah, ça se passe ici aussi. Je veux dire, c'est pas quelque chose de nouveau, ça s'est passé à petite échelle ou à moyenne échelle, avec l'affaire Sarah Halimi, avec Ilan Halimi, avec Sarah Knoll, etc., ou d'autres affaires en Belgique. Et, mais les 7 octobre, il y en aura d'autres à la même échelle que ce qui s'est passé en Israël. Donc, il va falloir vraiment qu'on prenne les choses, qu'on prenne la mesure. Donc, vous, ce que vous dites, parce que vous, de votre côté, est-ce que vous, par rapport à vos prises de position ou à vos opinions, comment vous vous sentez, vous, ici à Bruxelles, en fait? Est-ce que vous faites attention? Est-ce que euh, vous croisez le fer souvent avec des islamistes? Comment ça se passe au quotidien, en fait? Alors, je suis très souvent attaquée via les réseaux sociaux. Mhm. À l'extérieur, je suis très prudente. Je ne vis plus à Bruxelles. J'ai dû quitter Bruxelles il y a quelque temps, justement pour me protéger. Et quand je vais à Bruxelles, généralement, voilà, je prends mes dispositions, on va dire, pour aller à Bruxelles, pour ne pas dire, pour pas donner plus d'informations. Et, euh, et j'évite vraiment parce que je sais que je suis reconnaissable. Je sais, j'ai déjà été suivie. J'ai eu mes aventures avec des chauffeurs de taxi. Donc même prendre un taxi, voilà, je le fais avec un faux nom, etc. Donc, si vous voulez, je prends des dispositions parce que clairement, je suis en danger. J'ai été menacée de mort. Je suis menacée régulièrement, insultée, traitée de traître. J'ai plus de relation non plus avec ma propre famille. Donc voilà, et je ne suis pas soutenue ni par le monde politique, ni par le monde C'est associatif. ça qui est le pire, je pense. Donc C'est je ça ne le peux pire. pas travailler, à l'heure actuelle, je ne travaille pas, je suis sans emploi, même si je travaille énormément pour l'observatoire, je ne compte plus mes heures, mais par contre, je ne suis pas rémunérée et je fais mon travail bénévolement, contrairement à ce que certains disent, parce qu'il y a beaucoup qui disent que je suis payée par Israël ou par les sionistes Vous pour... êtes une agence sioniste, j'imagine qu'on a dû vous le dire plusieurs fois. Voilà, exactement. Et souvent, je le rappelle que je le fais gratuitement et avec plaisir. Votre description de la Belgique, je pense, va intéresser tout le monde parce que on a quand même le sentiment, je suis pas le seul, que c'est un peu un laboratoire la Belgique et que Je la crois France. surtout il faut surtout que les pays, que les différents gouvernements en dehors de la Belgique prennent conscience que la Belgique est un danger pour les différents pays, partout, un peu partout dans le monde, parce que les lobbies, l'influence se fait à travers le Parlement européen, les institutions européennes, à travers l'OTAN et toutes ces grandes organisations. Et donc, je pense que c'est en ça qu'il faut vraiment, vraiment que les gens s'intéressent parce que souvent on me dit, ah, mais Bruxelles, c'est un peu bon, Bruxelles, c'est la Belgique, c'est petit, qu'est-ce que vous voulez de ce machin-là? Non, je pense que tous les pays doivent vraiment prendre conscience qu'il y a des enjeux énormes. Les islamistes l'ont compris. C'est pour ça que les Gazaouis viennent en particulier à Bruxelles. Parmi ces gens qui viennent d'un peu partout, enfin de Gaza, pardon,
Ce sont des Gazaouis qui demandent donc l'asile politique. Il y a parmi ces Gazaouis des gens qui ont fait la demande dans un pays européen, mais qui décident quand même de faire une demande à Bruxelles. Ils le font, c'est pas pour rien. On a des chefs du Hamas européen qui se trouvent en face du Parlement européen à Schuman. Ça a été dit, ça a été su. Donc il y a énormément de Donc vous dossiers voulez qui dire, sont vous sortis. parlez de danger terroriste ou vous voulez dire qu'il y a une volonté de ces mouvements islamistes, de ces courants islamistes de jouer de jouer comme un rôle de lobbyiste en fait auprès de Bruxelles, de l'Union européenne? Oui, c'est d'imposer une normativité islamique un peu partout en passant par l'Union européenne. Donc, essayer de rendre les sociétés charia compatibles, comme disait très bien Florence Bergeau-Blaclair, c'est on veut nous normaliser quand on voit une femme en hijab ou un enfant en hijab, c'est de se dire, ben, finalement, on ne réagit plus. Si on ne trouve plus d'autres boucheries que du halal, ben, on ne réagit plus. Si un juif se fait insulter, on ne réagit plus. S'il y a des coups de couteau, des attaques au couteau, ben, on ne réagit plus. C'est un scandale au début et puis finalement on s'habitue. C'est habituer finalement Habituer les esprits. les Mhm. esprits à tout ce qui se passe jusqu'au moment où on pourra imposer la charia partout où elle pourra s'imposer. Euh, Mhm. et c'est pour ça aussi qu'Israël a du mal quelque part aussi à avoir des alliés en Europe, c'est parce que l'Europe a été influencée à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, à travers l'université, à travers les différents secteurs, à retourner en fait l'esprit des gens, des personnes contre Israël, évidemment en donnant des informations, des conférences contre Israël, en réécrivant l'histoire, comme je vous le disais. Donc, l'histoire d'Israël ou de la Palestine n'est plus racontée sous le prisme de l'histoire scientifique, non, mais c'est sous le prisme d'un récit qui a été réinventé, réécrit par ces groupes décoloniaux islamistes, etc. C'est passionnant. Passionnant. On va voyager en Europe maintenant. On va quitter la Belgique. C'était très intéressant en tout cas cette première partie. Je vous remercie. Je vous en prie.